Bienvenue dans la rétrospective de la période des questions. Ici Donna Scully, présidente de l'Assemblée législative de l'Ontario. Voici un extrait tiré tout droit de 1987. C'était une belle année en matière de séries télévisées. C'était le lancement de Star Trek, la nouvelle génération, de Marie et deux enfants et de la fête à la maison. Mais que pouvait-on voir sur cette chaîne? Jetons-y un œil. Les déclarations des ministres et les répliques, nous passons maintenant aux questions orales. Le chef de l'opposition. Monsieur le Président, ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, étant donné vos commentaires hier, étant donné que nous voulons vraiment obtenir les détails pour pouvoir participer à cette entente concernant la Constitution, je me demande si vous pourriez tirer au clair ou nous expliquer pourquoi vous avez refusé à ce qu'un comité de cette Assemblée puisse avoir des audiences publiques concernant les effets de ce nouvel accord. Le Premier ministre, Monsieur le Président, je pensais qu'on en avait discuté hier. Vous avez posé la même question hier. On en a discuté. Comme vous savez, nous n'avons pas d'ébauche en ce moment concernant cette Constitution. Tout ce que je peux dire à mon collègue, c'est que il est difficile de préciser l'échéancier entre la rédaction de cette entente parce qu'il faut, bien sûr, attendre les ordres du Premier ministre fédéral. Et il va s'écouler un certain temps entre ce moment-là et le moment où le Premier ministre demandera une autre réunion pour discuter de ce document. Mais je serai certainement prêt à partager ce document et à vous le montrer dès que nous le recevons du gouvernement fédéral. Cela sera certainement une chose intéressante. Je serai tout à fait prêt à vous remettre ce document et si vous avez des préoccupations, je serai très heureux d'en parler avec vous. Nous allons examiner cette question. Les ministres vont examiner ces questions. Et je serai certainement très heureux d'avoir votre avis. Et j'aimerais indiquer à mon collègue que j'ai l'intention d'en débattre de façon exhaustive dans cette Chambre parce que vous avez certainement une opinion juridique fort intéressante à cet égard. Le chef de l'opposition, comme vous pouvez le savoir, le premier ministre du Manitoba a indiqué qu'il y aurait des audiences publiques au Manitoba avant que celui-ci ne donne son accord à cette entente. Monsieur le Premier ministre Bourassa, votre collègue et votre ami, a indiqué qu'il serait prêt à obtenir des audiences publiques pendant 2 semaines au sein de l'Assemblée nationale du Québec et je me demande pourquoi vous dites d'un certain côté que tout est ouvert et qu'on est prêt à accueillir des points de vue de divers côtés, mais il s'agit là d'une question très importante et on a certainement débattu d'autres sujets très importants au sein d'audiences publiques, mais vous refusez de faire ce que votre homologue de la province du Québec fait, c'est-à-dire que le public puisse examiner le libellé de ce document et puisse partager son point de vue. Étant donné que le Manitoba et le Québec vont avoir des audiences publiques, serez-vous prêt à donner à la population de l'Ontario les mêmes droits des populations du Québec et du Manitoba? Je crois que nous avons tout à fait la possibilité d'en parler. Nous sommes les représentants des Ontariens et nous sommes fort heureux de pouvoir en parler ici ouvertement au sein de la Chambre. Je n'ai rien à cacher et je crois que vous avez tout à fait le droit d'exprimer votre point de vue concernant cette question. Maintenant, pour ce qui est de la situation au Manitoba, je crois qu'il s'agit d'une entente et il faut tenir compte des difficultés qu'a eu le Manitoba avec les programmes en français, par exemple, le contexte historique. Comme j'ai indiqué, l'échéancier est quelque chose en ce moment qui nous n'est pas connu.
Peut-être que le premier ministre fédéral le sait, mais il ne me l'a pas encore dit. Je crois qu'un débat à la Chambre, même si cela dure longtemps, va être quelque chose de très constructif. Maintenant, permettez-moi de répondre à une autre question. On pourrait croire, d'après vos remarques, que si quelqu'un voudrait changer le libellé, on pourrait faire ce genre de choses en comité. Mais vous pouvez vous imaginer un petit peu de ce que ça peut faire comme répercussion. Cela passe par diverses étapes, cela revient en fin de compte à la Chambre et on le renvoie au comité. En fait, on serait en train de reporter sans arrêt cette constitution, même si je crois que ce serait une bonne idée, mais je crois que notre façon de traiter de cette question est une façon qui, elle aussi, est tout à fait équitable et il vaut mieux procéder de la sorte que de tergiverser et de reporter ad vitam aeternam. Dernière supplémentaire. Monsieur le Premier ministre, si vous permettez, ce que vous insinuez, c'est que j'ai dit des choses que je n'ai pas dit du tout. Moi, tout ce que je veux, c'est avoir la possibilité d'offrir à la population des audiences publiques pour que le public puisse formuler ses commentaires à cet égard. C'est vous qui allez être tenu responsable, vous allez être le représentant, et vous pourrez après retourner à Ottawa et donner votre point de vue. Mais vous refusez d'en discuter ici. Nous ne vous mettons pas du tout au défi. Tout ce que nous disons, c'est que les Québécois pourront en parler, eux. Que ce soit les gens qui représentent les immigrants, que ce soit les gens préoccupés par la question des garderies. Enfin, ce qu'il y a, c'est que le Québécois moyen pourra exprimer ses préoccupations auprès de leur premier ministre avant que celui-ci ne se rende à Ottawa pour formuler la rédaction finale. Supplémentaire, s'il vous plaît. Vous niez encore cette possibilité, cette occasion aux Ontariens. Dernière supplémentaire, la suivante. Vous avez indiqué premièrement qu'il y aurait un débat parlementaire exhaustif. Pourriez-vous donc nous promettre cet après-midi qu'on pourra avoir un débat qui durera plusieurs jours, et ce serait le minimum que nous aimerions, et que ce soit avant que vous ne vous rendiez à Ottawa pour signer cet accord. Et deuxièmement, ne seriez-vous prêt à nous offrir en Ontario ce dont disposent les Québécois, c'est-à-dire d'offrir la possibilité au public de formuler leurs commentaires à cet égard? Le Premier ministre. J'aimerais que le public donne son avis à cet égard. J'ai reçu des appels téléphoniques. Je suis sûre que le député aussi. Je suis sûre qu'il est intéressant d'entendre l'opinion du public à cet égard. Beaucoup de personnes expriment leur point de vue à vous-même ou encore à d'autres députés, mais j'aimerais indiquer aux députés que je crois qu'il est important qu'on ait un débat à la Chambre. Je crois qu'il s'agit d'une discussion très historique. Je me souviens d'autres discussions historiques et je crois que c'est très important, surtout pour ce pays. Donc, je crois que nous devrions avoir une discussion exhaustive dans cette Chambre, mais l'Ontario ne peut rien faire à moins que cette Chambre ne donne son accord. Si la majorité de la Chambre refuse la proposition, il ne se passera rien. Si par contre la majorité de la Chambre donne son accord, alors dans ce cas-là, je crois que ce sera un très beau jour pour le Canada lorsque le Québec aura signé la Constitution. Accepter la Constitution. Nouvelle question. Monsieur le Président, le Premier ministre ne nous a pas encore dit s'il allait retourner à Ottawa sans avoir fixé des audiences publiques. Il nous a même pas indiqué qu'il y allait avoir un débat exhaustif au sein de la Chambre. Deuxième question. Deuxième question, Monsieur le Président. Cette deuxième question traite de la situation qui n'a pas encore été traitée au sein de l'industrie des assurances automobiles. Ma question s'adresse au Premier ministre. Et la voici. Cela fait maintenant 2 semaines depuis qu'on a formulé une déclaration et que votre ministre et vous-même vouliez mettre sur pied. Je me demande si au cours de ces 2 dernières semaines, vous avez conclu quel devrait être le niveau des profits
de ce secteur? Le Premier ministre. Eh bien, je crois que c'est au ministre de répondre à cette question. Monsieur le Président, en guise de réponse à l'honorable chef de l'opposition, lorsque ce comité indépendant de révision des tarifs sera mis sur pied, la question sera tranchée. Il y aura un président ainsi que des participants à temps partiel et ce sera à eux qu'incombera de prendre une décision supplémentaire. Monsieur le ministre, vous vous souviendrez que dans la loi concernant le contrôle des loyers, d'habitude, historiquement, le gouvernement au pouvoir devait mettre sur pied les lignes directrices ou encore les marges de profit. Et les directives à appliquer au sein de cette commission sur le contrôle des loyers étaient dictées par le gouvernement. Si vous, à titre de gouvernement, faites semblant qu'il va y avoir un certain contrôle et ensuite confier à quelqu'un d'autre quelle devrait être la marge de profit acceptable dans le secteur de l'assurance automobile, ça ne peut pas fonctionner. Ma question est donc la suivante. Si les assurances perdent de l'argent dans le domaine des assurances automobiles, c'est ce que vous avez dit. Écoutez, c'est ce qu'a dit le ministre, hein, c'est ce qu'il passe. Donc, si les compagnies d'assurance perdent de l'argent, comme vous le maintenez, et si vous allez leur interdire d'augmenter les primes pour qu'ils puissent rejoindre le seuil de rentabilité, comment pouvez-vous justifier une situation dans laquelle les assurances pourront augmenter d'autres assurances, par exemple de responsabilité civile ou encore d'autres formes d'assurance contre le feu ou assurance à domicile? Comment expliquez-vous cette question, le ministre? Toutes ces questions seront traitées au sein de ce comité et ce comité prendra une décision. Dernière supplémentaire. Autrement dit, ce que le ministre me dit, c'est que ce comité de révision des tarifs qui examine les tarifs d'assurance automobile devra décider ce que les assurances devront faire, tant pour les assurances automobiles, les assurances feu et les assurances à domicile. Il semblerait que ce soit ça, donc, la réponse, parce que vous avez dit que ce sera le comité qui va traiter de ces questions. Si, cet après-midi, 2 semaines après qu'on ait fait une déclaration et qu'il n'y a pas encore de projet de loi qui ait été proposé, est-ce que ce que vous indiquez, dans le fond, c'est que votre nouveau conseil va traiter des primes d'assurance dans d'autres secteurs, par exemple assurance vol et assurance feu, pour n'en citer que quelques-uns? Le ministre, le Conseil des révisions des tarifs va traiter des primes d'assurance. Votre parti l'a proposé, le député de Welland-Thorold l'a proposé par un projet de loi proposé par un député. Il s'agit du règlement 371 et ce comité aura un rôle et pourra fonctionner de façon digne de ce nom. Nouvelle question à l'ordre, député de York Sud. À l'ordre, Monsieur le Président, le Premier ministre est au courant, du moins je l'espère, j'espère qu'on l'en aura averti, que 4 accusations ont été portées à l'endroit d'une personne qui est accusée de meurtre. Et cette personne travaillait à Inco lors du dernier accident fort tragique. Ma question est donc la suivante. Est-ce que le Premier ministre peut nous dire pourquoi ces accusations ont été portées alors que le gouvernement sait que l'inculpation très grave à l'endroit d'une seule personne, d'un travailleur, peut en fait empêcher toute autre forme d'enquête concernant cette situation? N'est-ce pas là plutôt étrange? Est-ce que ça ne va pas à l'encontre de la pratique habituelle? Est-ce que d'habitude on ne mène pas une enquête et ensuite on inculpe quelqu'un? Monsieur le Président, le Premier ministre.
Je viens de recevoir la note qui m'a expliqué cette question. Je ne connais pas tous les détails. Je m'excuse, mais je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Peut-être que le ministre du Travail, lui, ou encore le procureur général seront en mesure de vous répondre un peu plus en détail. Je peux référer cette question à l'un ou l'autre ministre si vous voulez bien. Peut-être que le ministre du Travail peut répondre et le procureur général prendra la parole par la suite. Est-ce que la Chambre voudrait entendre ce que le ministre du Travail a à dire à ce sujet? Oui, le ministre du Travail. Je ne sais pas si je peux beaucoup faciliter cette situation, mais comme le chef du troisième parti l'a indiqué, les renseignements qui nous ont été divulgués par la Sûreté qui ont mené une enquête, dans cette enquête, peu après que cet accident a eu lieu, il y a eu plusieurs enquêtes de menées parallèlement, y compris par une enquête menée par le ministre du Travail ainsi que par un autre ministère. Il y a également une enquête indépendante. Des accusations ont été portées à l'endroit d'une personne. À part ça, depuis que ces accusations ont été portées, je ne sais pas trop quel a été le déroulement des événements supplémentaires. Il faudrait que j'en revienne au ministre du Travail, Monsieur le Président, puisque c'est lui qui a répondu à la question. J'aimerais lui poser une question. Est-ce qu'il ne sait pas comprendre l'effet qu'a une telle décision prise par la Sûreté? C'est une décision qui a été prise uniquement par la Sûreté, peut-être après des discussions avec les avocats ou les procureurs de la couronne à Sudbury. Je ne sais pas cette discussion à Toronto. Mais est-ce que le ministre ne comprend pas quelle est sa responsabilité et quel effet peut avoir pour ce qui est de la sécurité et la santé au travail que ce genre de décision peut avoir auprès du travailleur et de sa famille, mais en plus pour ce qui est de toutes les personnes qui désirent avoir des réponses. On ne peut pas trouver ces réponses parce que des inculpations ont été portées à l'endroit d'une personne avant que l'enquête n'ait été terminée. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment ce genre de choses peut avoir lieu alors que le premier ministre nous a indiqué qu'il y aurait une enquête exhaustive et qu'on aurait indiqué à mon collègue de Sudbury que c'est ce qui s'est passé? Maintenant, tout ce qu'on a pu faire, c'est porter une accusation auprès d'un travailleur et un seul. Le ministre, je reconnais tout ce que le chef du troisième parti vient de dire. C'est vrai qu'il y avait un coroner et qu'en fin de compte, il n'effectuera pas son travail tout de suite. Tout ce que je peux indiquer, je crois que mon collègue est d'accord avec moi, c'est qu'une enquête, une seule ne suffit pas. Je dois vérifier encore pour voir s'il y a eu des discussions ou pas avec un procureur de la couronne ou une autre personne. Tout ce qu'on m'a dit, c'est que des inculpations ont été portées à l'endroit d'une personne et je comprends ce que le député me dit, mais je crois qu'il est aussi important de mener une enquête. Ce n'est pas une question de l'indépendance de la Sûreté, mais c'est une question de voir comment on traite les gens lorsqu'il y a un accident. C'est une question de voir ce qui va se passer pour une enquête exhaustive lorsqu'il y a eu un accident. Et c'est justement de cela qu'il est question en ce moment. Est-ce que le ministre peut m'expliquer? Je repose la question. Est-ce qu'il peut nous expliquer comment est-il possible lorsqu'un accident industriel de cette envergure a lieu, surtout dans le contexte de l'industrie minière, comment est-il possible qu'une accusation criminelle ait été déposée à l'endroit d'un seul travailleur avant qu'il y ait eu une enquête quelconque qui n'ait été terminée, avant même de mener une analyse générale pour ce qui s'est passé et ce qui ne s'est pas passé? Est-ce qu'il peut nous dire au sein de cette Chambre que, dans le fond, si on dépose une accusation, cela signifie que la responsabilité dans le secteur minier au sein de la compagnie ainsi que les pratiques au sein de ce secteur industriel ne fera pas l'objet d'une enquête et seront donc
exclu dans ce contexte parce qu'une personne a été accusée, un travailleur. Le ministre, je crois que le chef de l'opposition reconnaîtra que certes, des accusations très graves ont été déposées et que la personne aura droit à un procès juste et que pour l'instant, tous les renseignements que nous avons sont très importants et qu'une enquête plus poussée n'est pas du tout utile et qu'au contraire, nous risquons de mettre en danger toute cette question. Dernière question, nouvelle question. Le ministre se souviendra que quelques-uns de mes collègues, de Nickel Bell, que moi-même, entre autres, étions là. Je me suis tournée vers vous et auprès du Premier ministre et je vous ai demandé de vérifier que les pratiques, pas les politiques, mais qu'on connaisse les pratiques, non seulement ici et au sein des autres mines de Inco, mais également auprès d'autres mines, pour savoir ce que faisaient les hommes qui étaient à la surface lorsqu'il y avait des hommes sous terre. Or, maintenant, une accusation a été déposée et jamais nous ne pourrons savoir ce qui s'est passé. Il s'agit ici d'un camouflage énorme et je demande qu'on nous donne l'enquête qui a été menée, parce que je sais que vous en avez demandé une, et que je vous demande de remettre ces résultats tout de suite, parce que moi, je veux savoir quelles sont les pratiques étant donné ce genre de situation. Le ministre, eh bien, Monsieur le Président, je n'ai pas la réponse avec moi en ce moment, mais le député a raison de dire qu'il y a eu discussion entre le Premier ministre et les 3 représentants ou députés de la région, et nous devions mener une enquête non seulement pour ce qui est des procédures qu'on utilise non seulement à Inco, mais ailleurs, lorsqu'il y avait des zones de chargement. Nous avons eu des inspecteurs ou des enquêteurs qui ont pu vérifier les lieux, mais je puis vous dire que nous allons compiler les données. Je puis vous assurer que nous allons faire de notre mieux. Supplémentaire question du député de Nickel Belt. Le ministre se souviendra que au mois d'août dernier, le mineur Dicker a été décédé parce qu'il était dans un lieu difficile et il n'y a pas eu d'accusation déposée à ce moment-là. Et je puis vous dire que depuis que mes 15 années ici en tant que député, je n'ai jamais été autant dégoûtée par le système de justice en Ontario. Alors, est-ce que le procureur général voudrait bien faire en sorte que ces accusations soient rejetées? Monsieur le ministre. Eh bien, Monsieur le Président, j'ai indiqué que la police a mené sa propre enquête indépendante et en ce moment, toute activité de la part de ce gouvernement ou moi-même ne serait pas utile. Et selon notre système de justice qui existe, ce n'aurait pas à propos. Dernière question supplémentaire, le député de Sudbury-Est. Monsieur le Président, mon collègue soulève la question du décès de Dick Kerr. Moi, je soulève le décès de Robin Comber, qui est mort à Kirkland Bridge parce qu'il n'a pas reçu de masque. Et ainsi, ses poumons ont été cuits, en sorte. Et il y a eu M. Perron qui a indiqué qui est aussi mort parce que la barrière n'était pas fermée et il n'y a pas eu d'accusation de portée par votre ministre. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a 200 cas dans cette province de personnes qui sont mortes l'année dernière et maintenant les accusations sont portées par les travailleurs? Qu'est-ce qui se passe? Oh, ne me donnez pas votre argument sanctimonieux pour ce qui est du système de juridique en Ontario. À l'ordre, le député de Sudbury-Est. Monsieur le ministre. Eh bien, Monsieur le Président, je vais essayer d'ignorer les commentaires de toute personne de ce côté de la Chambre ou toute personne au sein de cette Assemblée qui se fout éperdument de cette situation. Monsieur le Président, si je puis vous dire que le ministère a un système
afin d'enquêter ces fatalités, non seulement au niveau municipal, mais aussi les recommandations qui proviennent d'une enquête sont, c'est-à-dire par rapport à poursuivre en justice ou non, toutes ces recommandations sont renvoyées aux représentants de la division juridique et vont au-delà, au niveau du ministre, du sous-ministre et des membres de la division sur la santé et la sécurité au travail. Je puis vous dire qu'au sein de notre ministère et au sein de notre gouvernement, nous tenons à cœur ces questions et dans tous les cas où on doit déposer une accusation, ces accusations sont portées. À l'ordre. À l'ordre. Le député de Brantford, nouvelle question. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Pour ce qui est de ce programme de décompte plus acide, le ministre sait très bien que selon les règlements que vous avez imposés, les installations de Hydro-Ontario ont le droit d'excéder les niveaux permis de pluie acide à cause de ce système de réserve. Puisque le public s'y oppose et puisque ceci va affaiblir la cause du Canada par rapport aux États-Unis pour ce qui est de pluie acide, est-ce que le ministre va indiquer que pour ce qui est des règlements par rapport à Ontario Hydro, que ces règlements sont erronés et qu'on devrait les retirer? Le ministre, eh bien, je me préoccupe énormément d'autres espaces juridiques et leur réaction à nos initiatives pour ce qui est des émissions toxiques. Nous avons un très beau dossier dans notre province. Pour ce qui est de ce système de réserve au sein de Hydro-Ontario, nous l'avons mis sur pied lorsqu'on parlait de fermeture des centrales nucléaires qui sont au-delà de nos contrôles. Hydro-Ontario a vraiment diminué le taux d'émanation, mais bien au-delà des niveaux aux États-Unis, et personne n'est au courant de ce fait. Et il semblerait qu'on ne reconnaît pas l'effort que nous avons fourni au sein de notre ministère et le mien, le ministère de l'Environnement, mais je ne puis pas vous dire ce qui se passe pour ce qui est des négociations entre le Canada et les États-Unis, mais je puis vous dire que le peuple ontarien et les membres du député les autres députés seront très heureux lorsque nous devrons nous prononcer. Le député, eh bien, Monsieur le Président, je considérais le point de vue du ministre d'une façon plus sérieuse pour ce qui est des niveaux de charbon, les émanations, des épurateurs, etc. Mais ce que nous voulons savoir, c'est que le ministre de l'Environnement peut établir des normes, mais ces normes ne sont pas très utiles à moins qu'il y ait une diminution des émanations, et ceci est la responsabilité de Hydro-Ontario. Alors, est-ce que vous allez indiquer au cabinet que ce système de réserve était une erreur afin d'assurer que Hydro-Ontario se conforme à ces normes qui ont été établies par le gouvernement? Le ministre, comme j'ai indiqué auparavant, je ne suis pas en mesure d'excuser Hydro-Ontario parce que leur dossier indique ce qu'ils ont fait. Ils ont fait plus en Ontario pour réduire leurs émanations que toute autre installation sur ce continent, et ils vont en faire un peu plus. Mais lorsque vous parlez du transport de charbon de l'ouest du Canada, ceci est pas très bien compris. En ce moment, nous sommes en train de se servir de 300 millions de tonnes qui proviennent de l'ouest du Canada. Et nous sommes en train d'entamer des négociations que vous n'avez pas entamées pendant 40 ans au pouvoir. Nous avons discuté avec le ministre de l'Alberta pour pouvoir effectuer des recherches ensemble pour ce qui est de l'utilisation de ce charbon à faible teneur de soufre. Et vous allez être heureux des résultats. Nouvelle question. Le député de York Sud.
compte tenu des réponses que j'ai reçues du Premier ministre et du ministre du Travail, j'aimerais m'adresser une question au ministre du procureur général. Et le procureur général sait très bien qu'il jouait d'un pouvoir discrétionnel. Je me demande si le procureur général pourrait me dire, mais pas de façon définitive aujourd'hui, mais au moins qu'il voudrait bien examiner le dossier par rapport à cette question du système de justice industrielle, s'il voudrait bien examiner toutes les circonstances dans ce cas, et je pense qu'il voudra bien admettre qu'on devra mettre sur pied une enquête afin d'étudier toutes les circonstances et non pourquoi une accusation a été portée et peut-être retirer cette accusation. Le ministre, l'honorable député a raison que j'ai ce pouvoir et je voudrais bien le faire parce qu'il me semble que ça serait la façon le plus à propos de procéder. Mais je voudrais indiquer que je comprends que l'enquête n'est pas terminée et qu'on pourra déposer d'autres accusations. Mais ce que je voudrais bien faire, c'est que lorsque toutes les accusations ont été portées, je voudrais bien mener notre propre enquête une fois que l'enquête de la police aura été terminée. Je pense que ceci va avoir lieu bientôt et je veux bien considérer ce que le député a indiqué. Le député, eh bien, j'espère qu'il va agir de cette façon et j'espère que le procureur général comprendra que nous ne voulons pas rendre cette décision pour ce qui est de l'administration de la justice. Nous ne voulons pas rendre cette décision politique, mais nous voulons assurer que les intérêts plus globaux soient maintenus par rapport à cette enquête. Est-ce que le ministre peut nous dire, puisque l'enquête de la police est en cours, et selon nous, ces renseignements indiquent l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une accusation qui sera portée. Mais est-ce qu'il pourra nous dire quand est-ce qu'il pense que cette enquête sera terminée? Le ministre, eh bien, ma note indique que l'enquête n'est pas terminée est une note fragmentaire. Alors, je vais me renseigner là-dessus. Si on va porter d'autres accusations, je voudrais retarder ma propre enquête une fois que toutes les accusations seront portées. Si les accusations qui ont été portées seront toutes les accusations, eh bien, je puis vous dire que je me préoccupe des questions que le député ont soulevées et je voudrais bien examiner et mener une propre enquête et faire un rapport aussitôt que possible auprès de la Chambre. Nouvelle question, les députés de Nipissing. Ma question touche la question sur le projet de loi 142 sur le ministère de l'Énergie, le Conseil de l'Énergie. Monsieur le ministre, ça fait à peu près 1 an lorsque notre parti ont indiqué que nous allons donner à ce conseil la possibilité de réglementer les tarifs de Hydro-Ontario. Ne pensez-vous pas que nous devons étendre le mandat du Conseil de l'énergie de l'Ontario afin que celui-ci puisse réglementer les tarifs d'Hydro-Ontario? Le ministre, la raison que le député a soulevée explique la raison pour laquelle nous avons établi le Conseil de l'énergie, mais la raison pour laquelle nous avons établi ce conseil, c'est parce que nous voulions limiter la spéculation dans le domaine de la gaz naturel, surtout la gaz qui provient de l'ouest du Canada, puisqu'il y a eu une déréglementation de la part du gouvernement fédéral et les provinces productrices, a fait en sorte que nous avons répondu à cette action par rapport à la distribution. Et la raison pour laquelle nous avons déposé ce projet de loi, c'était pour corriger ce problème. Et je voulais en discuter une fois que j'ai eu le temps d'étudier l'autre aspect que vous avez soulevé. Le député, eh bien, il semblerait que vous n'êtes pas d'accord avec ma raison parce que vous retardez ce projet de loi depuis 1 an. Il y a
plusieurs citations. En septembre 84, M. Peterson a indiqué que le Conseil d'énergie ne devait pas ou devait établir les règlements pour Hydro-Ontario puisque Hydro-Ontario ne s'est pas conformé aux normes proposées par le gouvernement. Alors maintenant, tout ce que vous voulez faire, c'est d'effectuer des réglementations dans le secteur, par exemple des médecins et d'autres domaines. Pourquoi vous ne voulez pas vous prononcer dans ce domaine, le ministre? Eh bien, il y a plusieurs questions qui sont extrêmement importantes et je voudrais bien les expliquer en ce moment. Il y a la possibilité du fait que si le Conseil d'énergie devait établir les normes pour Hydro-Ontario, ceci serait capable d'avoir des droits compensatoires imposés. Alors, nous ne voulons pas agir avant d'être sûrs que nous protégeons l'intégrité du système et de protéger les consommateurs ontariens des sources d'énergie. Et c'est précisément cette raison. Si vous ne la comprenez pas, je vais prendre l'occasion de vous l'expliquer. Nouvelle question. La question s'adresse au ministre du Travail. Nouvelle question, le député de Sudbury-Est. J'aimerais que le ministre du Travail nous indique quelles sont les enquêtes qu'il a menées pour ce qui est des accidents à Inco. Quelles sont les enquêtes qui ont été terminées et veut-il bien faire rapport de ces enquêtes et pourquoi, lorsque quelque chose a eu lieu à midi, pourquoi personne ne vous a indiqué que les accusations ont été portées? Pourquoi est-ce qu'on vous a avisé 3 heures plus tard, étant donné le personnel à Sudbury? Le ministre, pour répondre à la dernière question en premier lieu, les membres de mon personnel qui sont venus cet après-midi pour me parler ont été avisés peu après la réception et n'ont pas pu m'offrir les détails lors de la période des questions. Comme il doit se rendre compte que nous basons sur des renseignements fragmentaires. Mais je puis indiquer qu'il y a 2 enquêtes de la Division de la santé et la sécurité dans les mines ont mené leur propre enquête et jusqu'à présent, l'enquête sur l'accident à Lavac continue et n'est pas terminée. Alors ainsi, vous devrez comprendre les préoccupations que j'ai afin de discuter de cette enquête qui pourrait préjuger le dépôt des accusations. Lorsque nous recevrons ces renseignements, je vous promets que je vais vous remettre ces renseignements. Je suis vraiment déçue de cet accident à Lavac et je pense que tout le monde au sein de cette Assemblée espère que ceci n'aura jamais lieu en Ontario. Nous nous préoccupons de la santé et la sécurité dans les mines en Ontario et c'est pourquoi nous avons mené une enquête exhaustive. Question supplémentaire. Le député, est-ce que le ministre ne trouve pas ceci vraiment étrange que la police ait déposé des accusations envers un travailleur quelques semaines après l'accident et d'habitude ça prend des mois? Et pourquoi est-ce que le ministre qui se préoccupe de la santé et la sécurité au travail ne peut pas empêcher ou demander un sursis dans cette enquête de la police? Et pourquoi est-ce qu'il envoie cette question au procureur général? Le ministre, eh bien, c'est le procureur général à qui il incombe cette responsabilité et il a fait un engagement à cet égard en son nom et au nom du gouvernement. Je puis vous dire que je partage les préoccupations du député pour ce qui est de la déposition des accusations, dépôt des accusations. Je puis vous dire que nous avons triplé la taille, la grandeur de notre division de juridique et
plus de 750 plaintes ont été portées au cours de l'année dernière, mais nous voulons le faire de façon plus rapide à l'avenir. Nouvelle question. Nouvelle question, le député de Eglinton. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Revenu. Je me demande si le ministre du Revenu pourrait indiquer à la Chambre combien d'employés de son ministère ont dû venir à Toronto afin d'entreprendre cette étude pour ce qui est de l'évaluation du terrain d'après la valeur marchande, surtout pour ce qui est de taux de l'imposition dans cette province. Le ministre, je ne puis pas vous fournir les chiffres précis. Il y a eu des personnes qui sont venues de juridictions externes. Ils ont terminé leur étude avant la date d'échéance et ils ont repris leur travail. Nous sommes en train de compiler les données et nous allons remettre cette étude au Conseil de Toronto bientôt. Supplémentaire. Monsieur le Président, je sais que afin d'entreprendre un tel projet, la province a dû défrayer les coûts pour faire venir ces personnes à Toronto. On a dû louer des bureaux pour ces personnes et d'autres frais ont été encourus. Je me demande si le ministre peut nous indiquer combien d'argent ceci a coûté à la province et aux contribuables pour mener cette évaluation. Le ministre, je pense que le député pourrait déposer cette question au feuilleton puisque je dois offrir des chiffres, des statistiques. Je pense qu'on a fait venir du personnel de Mississauga et d'autres juridictions où le personnel d'évaluation n'était pas suffisamment grand pour pouvoir mener une enquête pour la ville de Toronto. Le député d'Algoma, ma question s'adresse au ministre des Richesses naturelles. Monsieur le ministre, lundi, lorsque j'ai demandé lundi pour ce qui est des 51 parcs qui sont indiqués comme des parcs à plusieurs dimensions, eh bien, le député a indiqué que ce n'était pas si facile que ça. Fin de citation. Compte tenu de ce fait, j'aimerais demander au ministre si la création de nouveaux parcs, c'est si difficile. Pourquoi, pour ce qui est de Holiday Beach Park sur le lac Erie, l'élimination des parcs est si simple, selon le ministre? Le ministre, eh bien, Monsieur le Président, je ne suis pas au courant de ce parc en particulier et je ne vais pas répondre à cette question avant de recevoir ces renseignements. Question supplémentaire, Monsieur le Président. Est-ce que le ministre, dans sa tentative de chercher de quoi il en retourne, est-ce qu'il peut nous dire comment est-ce qu'il est possible que ce parc ne fasse plus partie du système provincial sans un communiqué de presse, sans même avertir le ministère de l'Environnement tel que exigé au terme de la loi sur l'évaluation de l'environnement, et même sans que le ministre soit au courant? Je ne vois rien de drôle à ce sujet, dans ce sens que le député de la région de Erie connaît davantage ce parc que moi, je le sais. Je suis prêt à accepter cela à n'importe quel moment. Le fait est que, Monsieur le Président, que si je peux avoir l'attention des honorables députés d'en face, que aussi longtemps que l'on parle des parcs et le dévouement ou l'ajout des parcs dans le système, nous voulons que le gouvernement fédéral mette de côté un des lopinetères les plus riches de la région de la péninsule de Bruce que nous servirons comme parc très important pendant les années à venir. Le député de l'Algoma, vous êtes d'accord? Ça va. Nouvelle question, le député de Whiteworth. Merci, Monsieur le Président.
Ma question est destinée au ministre de la Consommation et du Commerce. Je suis sûr que le ministre est au courant du fait que depuis quelque temps déjà, les municipalités régionales de l'Ontario cherchent à obtenir des modifications à la loi sur les registres dans l'Ontario et la loi sur les titres concernant les terrains. Et cela concerne certains terrains qui n'ont pas été enregistrés, mais qui ont été utilisés néanmoins. Est-ce que le ministre peut nous donner son assurance que cela ne va pas tarder? Malheureusement, Monsieur le Président, je n'ai pas le contrôle sur le calendrier législatif et les questions qui ont été soulevées par les députés feront l'objet d'une étude maintenant et cela sera étudié en Chambre au moment où nous allons présenter cette loi. Question supplémentaire. J'aimerais rappeler au ministre, malgré le fait que je sais qu'il est au courant de cette situation depuis plus d'1 an maintenant, et jusqu'à présent, il n'a absolument rien fait. J'aimerais lui rappeler qu'il a écrit une lettre l'été dernier à une des municipalités concernées pour dire que les modifications proposées représentent une solution juste à un problème qui existe depuis longtemps. Et il a demandé, et j'ai demandé des modifications au cours de la session de l'automne dernier. N'ayant pas obtenu ces modifications, j'ose espérer toutefois que le gouvernement va prendre des mesures concrètes ce printemps. Monsieur le Président, j'aimerais répéter à ce député que j'ai déjà proposé cela et le député doit savoir que ce ministère a des projets de loi sur le feuilleton qui seront étudiés prochainement. Nouvelle question, le député de Bellwoods. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation qui va se rappeler que le 15 avril cette année, plus de 300 parents de Bishop Francis Moroccan Catholic Separate School ont participé à une manifestation devant l'Assemblée législative afin qu'une école soit construite pour les 400 étudiants qui vont s'inscrire à cette école cette année en septembre. Il ne s'agit même pas des classes portatives. Ils sont tous dans une école primaire dans l'ouest de Toronto. Il ne s'agit même pas des classes portatives. J'aimerais demander au ministre, étant donné qu'il reste à peine 4 mois avant la rentrée des classes, s'il peut nous mettre à jour concernant cette situation et s'il peut nous dire quelles mesures il peut prendre afin de s'assurer qu'une école secondaire existera pour ces étudiants après la fête du travail cette année. J'aimerais remercier l'honorable député de cette question. Je suis au courant de cette situation et je partage ses préoccupations. Je connais très bien la situation à cette école secondaire. Je peux dire à l'honorable député qu'il s'agit là d'une des situations de cette ville qui m'intéresse beaucoup, qui me préoccupe beaucoup, et je l'ai dit à plusieurs reprises que nous sommes très à encourager la construction des écoles, mais nous devons aussi veiller à ce que les places disponibles soient utilisées de la façon la plus judicieuse que possible. L'honorable député doit savoir que les 2 commissions scolaires concernées ont contacté le comité responsable et on doit obtenir le concours de comité de planification et je suis très impatient de recevoir les recommandations de cette commission. Je suis sûr que tous les députés de la Chambre sont d'accord avec moi qu'avec l'adoption du projet de la loi 30, nous avons espéré croire que les écoles catholiques ne seront plus considérées comme des écoles de 2e classe. Je crois que c'était ça l'aspect clé de cette loi. J'aimerais demander au ministre s'il peut tout simplement garantir à la Chambre et aux résidents de l'ouest de Toronto, s'il peut leur donner son assurance qu'une solution sera prise, soit d'après le processus de médiation ou par les négociations, que les 22 millions de dollars accordés à votre budget pour les immobilisations
que vous allez utiliser ces fonds afin de construire une école avant le jour de la fête du travail en septembre. Monsieur le ministre, je peux vous dire que je fais tout ce qui est en mon pouvoir d'assurer qu'il y a une école pour ces étudiants en septembre 1987. Je vais évidemment avoir besoin de la coopération de la Commission scolaire de Toronto et j'espère que les représentants élus, les conseillers élus des écoles vont reconnaître le caractère urgent de ce problème et j'espère que nous pouvons trouver une solution satisfaisante à ce problème afin de pouvoir régler les préoccupations de tout le monde. Nouvelle question, le député de Fort William. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Correction. Ma question concerne l'utilisation de certains centres pour les jeunes délinquants et des pratiques du directeur. Est-ce que le ministre peut assurer que les jeunes délinquants peuvent être logés dans ce centre? Monsieur le ministre, Monsieur le Président, je remercie le député de Fort William de cette question. Vous savez très bien que le High Rose Facility de Thunder Bay a eu des contrats de ce ministère depuis quelques années et servi de centre de réhabilitation pour les adultes. Et par conséquent, abrite des gens de 16 ou 17 ans ou plus. J'ai signé un document permettant son utilisation de cette façon en décembre dernier et à ce moment, il a cessé de servir d'abri aux adultes. Et je suis très heureux de pouvoir réexaminer cette question avec mon ministère ainsi qu'avec les officiels de la région afin de pouvoir décider si tout problème relié à ces centres peut être résolu à l'amiable. Est-ce que le ministre peut faire une déclaration plus nette à la population et dire si on peut considérer ce centre comme un centre destiné aux adultes et placer les jeunes délinquants ailleurs? Nous allons certainement tenir compte de cette possibilité au moment où nous réexaminons l'utilisation de ce centre et nous savons qu'il y a eu toujours de bons voisins dans cette région. Nous dépendons énormément de la bonne volonté du public si on veut retourner ces jeunes contravenants dans la société. Nouvelle question. Le député de Wellington. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour le ministre des Institutions financières. Il va se rappeler qu'en mars, je lui ai lancé un défi afin de faire un débat, d'avoir un débat avec moi. Et après avoir cité quelques chiffres du Manitoba et après avoir dit au Toronto Sun qu'il serait très heureux d'accepter mon défi, maintenant il a refusé. Étant donné qu'il sera à Welland le 26 mai et que l'association libérale de la région veut en faire tout un événement, je vais réitérer mon défi pour un débat sur l'assurance en public, 1 contre 1. Est-ce que vous êtes prêt à accepter ce débat? Monsieur le ministre, Monsieur le Président, quand le député de Wellington avait émis ce défi, j'avais dit que j'étais prêt à participer à un débat. Je n'ai pas battu en retraite après, mais si on veut avoir un débat complet, un débat total, eh bien, invitons tout le monde à participer. Invitons un membre du Parti conservateur afin que l'on puisse connaître leur point de vue. Invitons un représentant des compagnies d'assurance. Invitons des représentants des consommateurs. Invitons des avocats de l'association du barreau. Et à ce moment, nous pouvons avoir un débat complet. Question supplémentaire à l'ordre. Peut-être on peut avoir un député seulement qui parle à la fois.
Le député de Wallentaro, question supplémentaire. Eh bien, je peux vous dire à vous, Monsieur le ministre, que ce n'est pas la faute à l'Association des consommateurs, au Parti consommateur, ce n'est pas l'Association du barreau qui est responsable de la pagaille qui règne dans l'industrie des assurances dans cette province. Vous avez le pouvoir de le changer comme bon vous semble et à n'importe quel moment. Et compte tenu que moi-même et mon parti font la promotion pour le système qui existe au Manitoba, qu'est-ce qui vous empêche d'accepter le débat tête en tête avec moi, sauf à part le fait que peut-être vous avez peur, vous êtes trop faible et vous êtes lâche. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, nous avons une situation où nous avons 2 représentants élus dans cette Chambre. Ce député peut avoir un débat avec moi tous les jours dans cette Chambre. Vous avez l'occasion, comme vous l'avez maintenant, 1 heure tous les jours jusqu'à la fin de cette session. Par conséquent, chaque fois que vous voulez avoir un débat contre moi, vous avez l'occasion de le faire. Il y a d'autres députés qui aimeraient poser des questions. Le député de Sudbury, une nouvelle question. J'aimerais poser une question au ministre du Travail à propos de ce qui s'est passé aujourd'hui à Sudbury. Le ministre du Travail ainsi que le premier ministre de cette province étaient au site des mines le jour de l'accident ou après les accidents. Je suis sûr que vous vous rappelez le caractère des conversations, à savoir qu'il va y avoir une enquête complète. Vous allez avoir une commission d'enquête, bien sûr. Et est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à nous dire si vous pensez que l'enquête policière et les chefs d'accusation doivent avoir préséance sur les règlements que doit adopter votre ministère pour protéger les travailleurs? Monsieur le Président, j'aimerais référer cette question au procureur général. Le procureur général, la question quant à savoir si des inculpations ont préséance sur d'autres règlements est la même question que le chef du 3e parti m'avait posée concernant. Et j'ai dit que j'allais étudier cette question. Question supplémentaire? Monsieur le Président, tout d'abord, je crois que le ministre du Travail évite de répondre à ces questions et par conséquent, il évite sa propre responsabilité, c'est-à-dire défendre les intérêts de cette province. Et je me demande ce qu'en pensent les travailleurs, étant donné que le ministre refuse de se prononcer dans le cas des accidents industriels. Est-ce que vous êtes prêt à prendre des mesures pour protéger ces travailleurs? Il est approprié de remarquer que la question posée par le député concernait le fait si on doit attendre le processus criminel en attendant l'adoption des autres règlements. C'est une question d'ordre juridique. Et l'honorable député, le chef du 3e parti, avait posé la même question. Et je crois que l'honorable député n'était pas là quand cette question a été posée. La question qui demandait si on allait adopter des règlements avant l'intenter des poursuites. Je dis que je ne sais pas si je peux répondre avant d'avoir lu le dossier au complet. Nouvelle question. Le député de Sudbury. J'ai une question à poser au procureur général à propos des poursuites criminelles. Est-ce qu'il peut me dire qu'il existe un précédent contre la possibilité de poursuivre des employeurs? Est-ce qu'il y a eu des cas semblables dans cette province? Monsieur le Président, je ne connais pas la réponse à cette question. Je vais essayer de trouver la réponse. Je peux vous dire que pour des questions de pratique, traditionnellement, on a pensé,
et cette opinion a été renforcée par les décisions de la Cour suprême du Canada, que dans le cas où il y a des preuves qui permettraient de déposer une inculpation, alors à ce moment, on va poursuivre avec la mise en accusation. Et l'honorable député va peut-être se rappeler de l'affaire d'une jeune femme qui a été assassinée alors qu'elle était dans une résidence de la John Howard Society. Et le chef d'accusation avait précédé l'enquête menée par le coroner. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'était une question de routine. Et la théorie, c'est que à cause du fait que l'enquête menée par le coroner peut porter préjudice à l'aspect confidentiel de l'affaire. Et je ne pense pas qu'il existe une règle officielle à ce sujet. Et je suis d'accord avec l'observation faite par le chef du troisième parti concernant le caractère approprié d'une telle mesure. Et je pense qu'on devrait œuvrer afin d'avoir un résultat juste. Et pour ce faire, il faut avoir une méthode appropriée pour traiter de cette question. Compte tenu de cet aspect, je crois que je dois étudier cette question de façon sérieuse. La période de questions est terminée. Rappel au règlement, le député de Nipissing. Monsieur le Président, à l'ordre, j'aimerais soulever cette question maintenant. À l'ordre, le député de Nipissing a un rappel au règlement. Monsieur le Président, j'aimerais avoir votre opinion là-dessus concernant une question qui était à l'ordre du jour. Il y a eu une certaine indication que le temps accordé aux simples députés sera réduit et qu'on ne va pas permettre à la résolution de M. Jackson d'être discutée. Nous avons essayé d'obtenir une certaine interprétation à ce sujet. On pense qu'en fait qu'il faut le consentement unanime et qu'un membre du caucus libéral a essayé de bloquer les travaux demain et mon collègue du Parti néo-démocrate aimerait bien avoir le débat. Nous ne voyons rien dans les règlements qui exigerait le consentement unanime afin que M. Jackson puisse présenter sa résolution. J'aimerais bien vous demander d'étudier cette question et nous faire part de votre opinion. Le caucus libéral n'a aucune objection à la résolution proposée par M. Jackson. Que cette résolution soit présentée en son absence ou en sa présence. Le député de Bellwoods. Ce serait peut-être essentiel que vous, Monsieur le Président, tirez cette question claire. Il semblerait qu'il y ait une divergence d'opinion, à savoir si une motion ou un projet de loi d'initiative privée ou parlementaire mais d'initiative publique puisse être proposé par M. Jackson. Il n'y a rien dans l'article 71 qui indique ceci. D'après les règlements, personne n'est obligé de procéder de la sorte, aucune personne plutôt soit empêchée de pouvoir proposer une motion et que quelqu'un même puisse ne pas remplacer une autre personne lorsque le motionnaire original n'est pas présent. Je crois que vous devriez étudier cette question et nous allons obéir à ce que vous aurez à nous dire. Oui, j'ai écouté les 3 députés qui ont pris la parole. Si vous permettez, j'ai déjà examiné cette question il y a à peu près 1 an. Je crois qu'il s'agissait d'un projet de loi d'initiative parlementaire d'intérêt public. Le député ne pouvait pas être là et voulait proposer la deuxième lecture. Et d'autres fois, certains députés
ont participé au nom d'une motion proposée par un autre député, et ceci a été fait par le truchement d'une motion du leader à la Chambre du gouvernement. Donc, il y a deux précédents, premièrement par une personne qui l'aurait fait et l'autre par le truchement du leader à la Chambre. J'espère que vous comprenez ceci. Non. C'est pas ce que je dis, et de toute façon, je ne suis pas ici pour discuter. Tout ce que j'aimerais indiquer, c'est que les précédents ont déjà été cités. Je l'ai vérifié l'année dernière, mais j'ai pu voir que le précédent ici est par le truchement unanime, consentement unanime ou encore par une motion du leader à la Chambre du gouvernement. Je voudrais dire que nous n'avons pas de problème à ce que quelqu'un d'autre prenne la place du député qui voulait proposer sa motion. Nous sommes prêts à débattre de cette résolution et je crois qu'il serait préférable qu'on le fasse. Et nous n'avons